Je quittais la fête de travail de ma femme quand j'ai entendu des bruits venant des toilettes qu'aucun mari ne devrait jamais entendre. Elle est sortie en arrangeant ses cheveux. Puis j'ai trouvé le compte caché. Les appels secrets. Le garçon que j'ai élevé pendant 9 ans. Et l'homme qu'elle nous cachait à tous les deux. Elle pensait qu'elle avait déjà gagné. Elle avait tort. Je m'appelle Clayton Merritt. J'ai 51 ans et je possède une entreprise de plomberie à Columbus, Ohio. Je l'ai créée de toutes pièces il y a 22 ans avec une camionnette d'occasion et 2 employés. Aujourd'hui, j'ai 14 gars sur ma liste de paie, une solide réputation dans le métier et assez de travail réservé pour payer les factures pour les 2 prochaines années. Je ne suis pas un homme tape à accent grave-l'œil. Je ne conduis pas de voiture de luxe ni ne porte de costume pour impressionner qui que ce soit. Ce que j'ai, je l'ai bâti de mes mains, et j'en étais fier. J'ai épousé Naomi il y a 5 ans. Elle avait 33 ans, j'en avais 42. Elle avait un garçon de 4 ans nommé Tyler d'un précédent mariage, un mariage qui s'est terminé, m'a-t-elle dit, parce que son ex-mari Russell ne pouvait tout simplement pas assumer la responsabilité d'une famille. Elle a dit qu'il était parti quand Tyler avait à peine 1 an. Je l'ai cru. J'ai pris le relais. Je suis devenu le père de Tyler dans tous les sens du terme. Nous avions même convenu très tôt que nous lui dirions la vérité à ses 18 ans. Que je n'étais pas son père biologique, mais que je l'avais choisi. C'était censé être notre plan honnête et décent. Naomi travaillait comme chef de bureau dans un cabinet d'avocats de taille moyenne en centre-ville. Bon salaire, environnement professionnel, le genre de travail où l'on porte des tenues d'affaires et où l'on assiste à des événements d'entreprise. Ces événements étaient un incontournable de son calendrier. Je les manquais la plupart du temps. Non pas parce que j'étais désinvesti. Je ne m'intégrais tout simplement pas à la foule en blazer et verre de vin. Donnez-moi un chantier et un thermos de café n'importe quel jour. Mais le jeudi avant Thanksgiving, Naomi a été catégorique. C'est la fête annuelle de Noël, a-t-elle dit, son ton ne laissant aucune place au débat. Mon patron s'attend à ce que les conjoints viennent. C'est important pour moi, Clayton. S'il te plaît. Alors, j'y suis allé. Le lieu était un espace événementiel sur un toit-terrasse dans le quartier de Short North. Murs de verre, chauffage de location, une vue sur la ville qui aurait été impressionnante si je ne comptais pas déjà les minutes avant de pouvoir partir. Naomi était éblouissante. Elle l'était toujours quand elle se mettait sur son 31. Robe rouge foncée, cheveux coiffés, sourire éclatant. Elle m'a embrassé sur la joue en entrant, puis s'est rapidement évanouie dans la foule comme de la fumée. J'ai passé la première heure au bar à siroter un soda, hochant poliment la tête à des gens dont j'oubliais le nom à la seconde où ils le prononçaient. Naomi était dans son élément, riant, passant d'un groupe à l'autre, son verre jamais vide. Je l'observais en essayant de comprendre quand exactement nous avions cessé d'être une équipe à ce genre d'événement. Vers 22h30, j'ai décidé que j'avais fait mon devoir. J'ai posé mon verre, pris mon manteau au porte-manteau près du couloir et me suis dirigé vers la sortie. C'est là que je l'ai entendu. Ça venait de derrière la porte marquée « Toilette », au bout d'un court couloir, juste à côté de la salle principale. Pas la musique, pas la foule, autre chose. Des voix basses, le rire d'une femme, rapide et étouffé, comme quelqu'un qui essaie de rester discret. Et puis un son qui m'a frappé en plein dans la poitrine. Le genre de son qu'aucun mari ne devrait jamais entendre venant de derrière une porte fermée à la fête de travail de sa femme. J'ai arrêté de marcher. Je suis resté là, dans ce couloir, mon manteau à moitié enfilé, et j'ai écouté. Ma femme n'avait aucune idée que j'étais juste devant cette porte. La poignée a bougé. Un homme est sorti le premier. La quarantaine, bien habillé, ajustant les poignets de sa veste avec le calme de quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Il ne m'a pas remarqué. Une seconde plus tard, Naomi a suivi. Son rouge à lèvres était bavé. Ses cheveux étaient en désordre. Elle souriait à quelque chose qu'il avait dit jusqu'à ce qu'elle tourne la tête et me voilà. Le sourire s'est éteint. Clayton. Sa voix est sortie à la fois plate et tranchante. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme et j'ai senti quelque chose devenir très immobile en moi. Pas de la rage, pas du chagrin, quelque chose de plus froid que les deux. Je partais, ai-je dit. On dirait que j'aurais dû partir il y a 1 heure. Elle m'a suivi dehors. Je ne lui ai pas demandé.
Elle est simplement apparue à mes côtés alors que je poussais la porte vitrée pour sortir dans l'air de novembre, ses talons claquant durement contre le trottoir comme si c'était elle qui avait des raisons d'être en colère. « Clayton, arrête. » Sa voix était vive. « Arrête-toi et écoute-moi. » Je me suis arrêté, non pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que j'avais besoin d'une seconde pour m'assurer de dire ce que j'avais à dire sans perdre mon sang-froid. Je me suis retourné. La fête sur le toit bourdonnait au-dessus de nous. La rue était calme. Un taxi est passé et a continué sa route. « Qui est-ce » ai-je demandé. Naomi a croisé les bras. Elle avait attrapé son manteau en sortant, mais ne l'avait pas mis, et elle se tenait là, le serrant contre sa poitrine comme un bouclier. Il s'appelle Derek. Derek Fowler. Il travaille au service des contrats du cabinet. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement tous les deux dans ces toilettes, Naomi ? Elle a détourné le regard. Un muscle a bougé dans sa mâchoire. Ce n'était rien. On avait trop bu. Ça a dérapé une minute. Et ça ne se reproduira plus. J'ai laissé ça planer entre nous un instant. Déraper, ai-je répété. C'est ton explication. Clayton, je ne vais pas rester ici à me faire interroger dans la rue. Tu vas rester ici, ai-je dit en gardant ma voix égale, et tu vas me parler comme si j'étais ton mari, parce que c'est ce que je suis. Ou du moins, c'est ce que je pensais être. Elle a tressailli très légèrement. Puis son expression a changé. J'avais déjà vu ce changement. Ce pivot qu'elle faisait quand elle se sentait acculée, quand sa meilleure défense était l'attaque. Tu veux savoir pourquoi des choses comme ça arrivent, a-t-elle dit. Parce que tu n'es jamais présent, Clayton. Tu rentres à la maison en sentant les raccords de plomberie, tu dînes et tu t'endors devant la télévision. C'était quand la dernière fois que tu m'as vraiment regardé ? Voilà. La redirection. Sa façon de prendre quelque chose qu'elle avait fait et de le transformer en une sorte de référendum sur mes échecs. Je l'avais déjà vu faire. Pour de petites disputes, de petits moments, mais jamais comme ça. Jamais avec un tel enjeu. Je te regarde tous les jours, ai-je dit. Je te regarde quand je signe les chèques pour l'école de Tyler. Quand je répare la fuite sous l'évier que tu oublies sans cesse de mentionner. Quand je le conduis à l'entraînement parce que tu travailles tard. Encore. J'ai fait un pas de plus. Ne fais pas ça, Naomi. Ne reste pas là à transformer ça en quelque chose que j'ai fait. Ses lèvres se sont serrées. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose de réel vaciller derrière ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Puis ça a disparu. Je ne dis pas que c'est de ta faute, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Je dis que nous avons des problèmes depuis longtemps, et qu'aucun de nous n'a voulu les affronter. Je les aurais affrontés si tu étais venu me voir. C'est ce que font les gens mariés. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée, là, dans le froid. La femme avec qui j'avais construit une vie. La femme que j'avais choisie. La femme dont j'avais élevé le fils comme le mien. Et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas un effondrement, juste un mouvement. Comme un mur porteur qui aurait subi un coup de trop et commencerait enfin à montrer des fissures. Rentre à l'intérieur, ai-je dit. Je rentre à la maison, Clayton. J'ai besoin de réfléchir. J'ai levé la main. On parlera demain, mais pour l'instant, j'ai besoin de ne pas être sur ce trottoir avec toi. Je me suis dirigé vers mon camion. Elle n'a pas suivi cette fois. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit, les mains à 10h10, regardant les lumières de l'autoroute défiler au-dessus de moi. Au moment où je me suis garé dans notre allée, quelque chose avait déjà changé dans ma façon de penser. Une partie calme et méthodique de mon cerveau, que je réservais habituellement aux devis et aux litiges avec les sous-traitants, s'était activée et n'allait pas se désactiver. Je suis entré. Tyler dormait. La babysitter, notre voisine, Madame Caldwell, m'a fait un bref signe de tête depuis le canapé et est sortie sans un mot. Je suis resté dans le couloir une minute, devant sa porte, écoutant le silence. Puis je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté notre compte téléphonique commun. Je me suis dit que j'avais juste besoin de savoir, juste la forme que ça prenait, depuis combien de temps, à quelle fréquence, à quel point.
Ce que j'ai trouvé dans les 15 minutes suivantes a rendu l'air froid extérieur chaud en comparaison. Le numéro de Derek Fowler apparaissait 47 fois au cours des 2 derniers mois seulement. Tard le soir, les après-midi de week-end. Un appel à 23h40 un mardi soir qui a duré 1h12 minutes. Le soir où elle m'a dit qu'elle était coincée à un dîner de clients. Et puis plus loin dans le journal d'appel, un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif 614, local de Columbus. Des dizaines d'appels remontant à près de 4 mois. Le plus récent datait de 3 jours. J'ai fixé ce numéro pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai composé. Le numéro a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. La voix qui a répondu était prudente. Un homme d'une quarantaine d'années, à en juger par le son. Le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de répondre aux numéros inconnus mais qui avait fait une exception ce soir-là. Ouais. Je m'appelle Clayton Merritt, ai-je dit. Je suis le mari de Naomi. Je vois votre numéro sur ses relevés téléphoniques depuis des mois. Je pense que vous et moi devons parler. Un silence, assez long pour que je pense qu'il pourrait raccrocher. Puis, comment avez-vous eu ce numéro? Compte téléphonique commun. Elle a oublié ça. J'ai gardé ma voix stable. Je n'appelle pas pour vous menacer. Je veux juste la vérité. Comment connaissez-vous ma femme? Une autre pause. Quand il a de nouveau parlé, sa voix avait changé. Quelque chose de prudent en était sorti, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation. Je m'appelle Russell Payne, a-t-il dit. Naomi et moi étions mariés avant vous. Je m'en doutais déjà. L'entendre confirmer m'a tout de même fait l'effet d'un seau d'eau froide. Elle m'a dit que vous l'aviez quitté, elle et Tyler, quand le garçon avait à peine 1 an. Un son court et amer, pas tout à fait un rire. C'est ce qu'elle a dit? Ce n'était pas une question. Je ne l'ai pas quitté, monsieur Merritt. C'est elle qui a demandé le divorce. Elle a dit que le mariage était irrémédiablement brisé. J'ai signé les papiers parce que je l'aimais assez pour la laisser partir si c'était ce dont elle avait besoin. Elle a pris la maison. La moitié de ma retraite et mon camion. J'avais 35 ans, je repartais de zéro. Il a fait une pause. Et elle a pris Tyler. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte quand tout s'est effondré entre nous. Elle ne me l'a jamais dit. Je suis resté très immobile à la table de ma cuisine. La maison était silencieuse autour de moi. Quelque part dans le couloir, Tyler dormait. Vous voulez dire que vous ne saviez pas pour votre fils, ai-je dit. Pas avant il y a environ 4 mois, a dit Russell. Je l'ai découvert par une amie commune. Une vieille connaissance de l'université. Elle a mentionné que Naomi avait un garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je l'ai contacté. Naomi a répondu, ce qui m'a surpris. Nous parlons depuis. Il s'est arrêté. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit sur la raison pour laquelle nous étions en contact, mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais su pour Tyler. Si j'avais su, j'aurais été là. Quoi que vous pensiez de moi, je veux que vous le sachiez. Je l'ai cru. Je ne voulais pas, mais je l'ai cru. Il y avait trop de matière brute dans sa voix pour que ce soit une comédie. Elle vous disait que notre mariage était terminé, ai-je dit. Ce n'était pas une question non plus. Doucement. Elle a dit que les choses étaient compliquées. J'ai posé le téléphone une seconde et j'ai regardé le plafond. Puis je l'ai repris. Russell, je vais être direct avec vous. J'ai découvert ce soir que Naomi voyait un homme de son bureau. Vos appels sont distincts de cela. Ce à quoi j'ai affaire est plus grand qu'un simple journal d'appel. J'ai frotté mon visage avec ma main libre. Tyler ne sait pas que vous existez. Il m'appelle papa. Je suis son père depuis 5 ans. Je sais, a dit Russell, et sa voix s'est tendue. Et je ne suis pas là pour faire exploser la vie de ce gamin. Mais j'ai des droits que je ne savais même pas avoir jusqu'à récemment. J'ai déjà parlé à un avocat. Bien, ai-je dit. Et le mot me paraissait étrange en sortant. Moi aussi. À partir de demain. J'ai raccroché. Je suis resté assis à cette table pendant encore 20 minutes sans bouger. Puis je suis monté, j'ai vérifié Tyler une fois de plus, et je me suis allongé sur le lit, tout habillé, fixant le plafond jusqu'à 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi, mais au moment où le soleil s'est levé, j'avais un plan.
J'ai appelé Neil Stratton à 7h15 du matin. C'était un avocat que j'avais utilisé 2 fois auparavant. Une fois pour un litige avec un sous-traitant. Une fois quand un fournisseur a essayé de m'arnaquer sur une commande de matériaux. Vif, direct, sans fioriture. Exactement ce dont j'avais besoin. Il a décroché à la 3e sonnerie et j'ai tout déballé. Les toilettes, les relevés téléphoniques, Derek Fowler, Russell Payne, Tyler, tout. Il a écouté sans interrompre, ce qui était une des choses que je respectais chez lui. Quand j'ai fini, il a dit « Venez à 10h ». Ne lui parlez de rien de tout ça avant d'être ici. Je ne l'ai pas fait. Quand Naomi est rentrée à 8h30 où elle avait apparemment passé la nuit chez une amie, aucune explication offerte, j'étais dans la cuisine, buvant du café et lisant les nouvelles sur mon téléphone comme n'importe quel autre vendredi matin. Elle m'a étudié depuis le seuil, comme si elle essayait de déterminer à quelle version de moi elle avait affaire. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « On le fera », ai-je dit, mais pas tout de suite. J'ai une visite de chantier à 9h. C'était un mensonge, mais un mensonge propre. Elle a hésité, puis est montée. J'ai entendu la douche. Le bureau de Neil était dans un immeuble en verre près de High Street, le genre d'endroit qui sentait le café cher et l'autorité tranquille. Je me suis assis en face de son bureau et je l'ai regardé prendre des notes de sa manière précise et posée. « Première chose », a-t-il dit en posant son stylo. « Les actifs. Avant toute chose, j'ai besoin que vous rassembliez tout ce que vous pouvez trouver. Titre de propriété, compte joint, carte grise, relevé d'investissement, tout. Pouvez-vous y accéder de chez vous ? La plupart, ai-je dit. Je m'occupe des finances du ménage. Toujours fait. Il a hoché la tête. Bien, parce que voici ce que je veux que vous cherchiez. Tout transfert, changement de titre ou de compte effectué au cours des 12 derniers mois que vous n'avez pas initié. Je l'ai regardé. Vous pensez qu'elle a déplacé des choses ? Je pense que vous devriez le découvrir avant qu'elle ne sache que vous cherchez. Il s'est penché en arrière. Les gens qui planifient des sorties ont tendance à préparer le terrain d'abord, surtout quand ils y sont depuis un moment. Je suis rentré cet après-midi-là pendant que Naomi était au travail et Tyler à l'école. Je me suis assis à la table de la cuisine avec tous les documents que j'ai pu trouver et mon ordinateur portable ouvert sur chaque compte que nous partagions. Ça m'a pris 2 heures. Au bout de ces 2 heures, j'avais un sentiment de vide et de nausée dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec la trahison et tout à voir avec un calcul froid et délibéré. Le camion, un Ford F250 de 2021 que j'avais acheté il y a 2 ans pour l'entreprise, enregistré à nos 2 noms pour des raisons fiscales, avait été réimmatriculé il y a 8 mois. À son nom seulement. Le compte d'épargne que nous avions ouvert ensemble pour les études de Tyler avait été vidé de moitié. 12 000 $ déplacés en 4 retraits distincts sur 6 mois. Chacun juste en dessous du seuil de déclaration automatique. Et la carte de crédit commune montrait des frais que je n'avais jamais vus. Hôtel, restaurant, un reçu de bijouterie pour quelque chose qui n'était jamais arrivé chez nous. J'ai tout photographié, imprimé ce que je pouvais, mis le tout dans un dossier et je l'ai ramené directement au bureau de Neil Stratton. Il a parcouru les pages sans expression. Puis il a levé les yeux. Elle prépare ça depuis au moins 8 mois, a-t-il dit. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a fait des erreurs, des petites, mais suffisantes. Quelle est la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va se battre férocement quand elle réalisera que la porte a été verrouillée de l'intérieur. Il a posé le dossier. La meilleure nouvelle, c'est que c'est vous qui tenez la clé. Je suis rentré chez moi en ressentant quelque chose d'inattendu. Pas du soulagement, pas de la colère, quelque chose de plus proche de la clarté. Comme un chantier après la démolition, quand on peut enfin voir la structure réelle en dessous. Ce qui est encore debout, ce qui doit partir, et exactement avec quoi on travaille. J'ai récupéré Tyler à l'école à 15h. Il a parlé tout le trajet du retour d'un projet d'histoire sur la Révolution américaine, et j'ai écouté chaque mot. Quoi qu'il arrive, il n'allait pas être pris entre 2 feux. Je m'en assurais. Neil Stratton m'a appelé lundi matin avec un ton qui signifiait qu'il avait réfléchi pendant le week-end. « Voici où vous en êtes », a-t-il dit. « Vous avez une faute financière. Le camion réimmatriculé, les retraits du fonds d'études, les frais de carte de crédit. C'est réel et c'est documenté. Vous avez des relevés téléphoniques établissant un schéma de contact avec 2 hommes, dont l'un est un collègue.
Vous avez une femme qui prépare une stratégie de sortie depuis près d'1 an. Il a fait une pause. Ce que vous n'avez pas encore, c'est un levier d'action total. Elle ne sait pas ce que vous savez. C'est votre atout le plus précieux en ce moment. Ne le dépensez pas trop tôt. Vous me conseillez d'attendre. Je vous conseille d'être intelligent sur le timing. Laissez-la penser qu'elle contrôle toujours le récit. Pendant ce temps, nous construisons notre dossier. Je veux qu'un expert comptable judiciaire examine chaque compte joint sur les 3 dernières années. Je veux que la réimmatriculation du véhicule soit examinée pour fraude potentielle. Si elle a falsifié votre signature sur ce transfert de titre, c'est un problème distinct. Et je veux que vous teniez un journal quotidien. Date, heure, observation, tout. J'ai commencé le journal cet après-midi-là, je l'ai tenu dans un cahier ordinaire, caché derrière une rangée de catalogues de raccords de plomberie sur l'étagère de mon bureau. Personne n'irait chercher là. Naomi est rentrée ce soir-là en agissant comme un mardi normal. Elle a préparé le dîner. Elle a demandé à Tyler comment s'était passée l'école. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles du chantier de Worthington Avenue. J'ai répondu à tout sur le même ton qu'elle. Calme, ordinaire, sans histoire. Si elle attendait que j'explose ou que je m'effondre, elle attendait au mauvais endroit. C'est devenu le rythme des 10 jours suivants. Elle jouant la normalité, moi jouant l'ignorant. La différence était que sa performance visait à gagner du temps, et la mienne à rassembler des preuves. Le 4e jour, Neil a appelé pour me dire que l'expert comptable avait repéré quelque chose au-delà de ce que j'avais déjà trouvé. Il y a 18 mois, Naomi avait ouvert un compte d'épargne personnelle dans une autre banque, une que nous n'avions jamais utilisée ensemble. Elle y faisait des dépôts toutes les 2 semaines. De petites sommes, assez irrégulières pour éviter d'être repérée. Le solde total était de $41 000. $41 000 qu'elle avait tranquillement mis de côté pendant que je payais l'hypothèque, les charges, les fournitures scolaires de Tyler, son assurance auto et son abonnement à la salle de sport sans y penser à 2 fois. Je suis resté avec ce chiffre en tête un long moment après que Neil me l'ait annoncé. Puis j'ai dit, pouvons-nous prouver que ça vient de fonds ménagers détournés? On y travaille, a dit Neil. Mais même si nous ne pouvons pas entièrement retracer la source, l'existence du compte au cachet, jamais divulgué, accumulé pendant le mariage ou est un actif matériel qu'elle sera tenue de déclarer. Si elle ne le déclare pas volontairement, nous le ferons. Je l'ai remercié et je suis retourné au travail. J'avais une équipe qui installait un nouveau système de plomberie commerciale dans un immeuble de bureaux médicaux à Westerville. Et j'ai passé le reste de l'après-midi sur place, faisant ce que j'avais toujours fait, me présenter, me salir les mains, m'assurer que le travail était bien fait. Il y a quelque chose de rassurant dans le travail physique quand votre tête est pleine de choses que vous ne pouvez pas réparer avec vos mains. Ça ne résout rien, mais ça vous maintient debout. Le 8e jour, Russell Payne m'a rappelé. J'ai engagé un avocat, a-t-il dit. Nous déposons une demande d'établissement de paternité. Je voulais que vous la preniez de moi avant que les papiers n'arrivent. J'apprécie, ai-je dit. J'étais assis dans mon camion sur le parking de l'immeuble médical, le moteur éteint, regardant un pigeon traverser l'asphalte avec une grande détermination. Que espérez-vous, Russell? En ce qui concerne Tyler, il est resté silencieux un moment. Je ne veux pas être une perturbation, a-t-il dit prudemment. Je sais que ce garçon a une vie. Je sais que vous avez été son père de toutes les manières qui comptent. Je n'essaie pas de défaire ça. Une autre pause. Mais je veux qu'il sache que j'existe. Je veux avoir la chance de le connaître. C'est tout ce que je demande pour l'instant. C'était une demande raisonnable. Je le lui ai dit. Il a semblé surpris que je le dise, ce qui m'a indiqué qu'il s'était préparé à un combat. Une chose, ai-je dit. Quoi qu'il arrive légalement, Tyler apprend la vérité de ma bouche. Pas d'un document judiciaire, pas de l'avocat de Naomi. De moi. Pouvez-vous accepter ça? Oui, a-t-il dit sans hésitation. Absolument. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là encore quelques minutes. Puis j'ai démarré le camion et je suis retourné sur le chantier parce qu'il y avait des tuyaux à vérifier et une équipe qui attendait des réponses, et le travail ne s'arrêtait pour rien de tout ça. C'est arrivé un mercredi soir, 11 jours après la fête. J'ai aidé Tyler avec une feuille de calcul de maths à la table de la cuisine des divisions longues,
qu'il méprisait avec la passion concentrée d'un enfant de 9 ans qui s'était senti lésé par les chiffres. Naomi était à l'étage. On l'entendait bouger, le son étouffé occasionnel de sa voix au téléphone. Tyler a résolu un problème, a vérifié sa réponse 2 fois, puis m'a regardé avec cette expression qu'il avait quand quelque chose lui trottait dans la tête depuis trop longtemps. « Papa » a-t-il dit. « À l'école aujourd'hui, Mason a dit quelque chose. » J'ai gardé ma voix égale. « Qu'est-ce que Mason a dit ?» Tyler a regardé sa feuille de calcul. Il a dit que sa mère lui avait dit que tu n'es pas mon vrai papa. Il a fait une pause. Il a dit que mon vrai papa est quelqu'un d'autre. C'est vrai? La cuisine semblait très silencieuse. J'ai posé mon crayon et me suis tourné pour lui faire face. Tyler, regarde-moi. Il l'a fait. Ses yeux étaient stables et sérieux. Il avait toujours été un enfant sérieux, plus vieux que son âge à certains égards. La mère de Mason ne connaît pas notre famille, ai-je dit. Ce que je peux te dire, c'est ceci. J'ai été là chaque jour de ta vie dont je peux me souvenir. J'étais à ton premier match de baseball, et au deuxième. Et au troisième. C'est moi qui étais assis avec toi aux urgences quand tu t'es cassé le bras en CE1. C'est moi qui te conduis à l'école et qui t'aide à te battre contre les divisions longues. J'ai soutenu son regard. Est-ce que tout ça te semble être quelque chose qu'un vrai papa ferait? Il y a réfléchi avec la même concentration délibérée qu'il accordait aux problèmes de maths. Non, a-t-il dit. Je veux dire, oui. C'est ce que font les vrais papas. C'est ça. Il est resté silencieux un moment, puis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Comme quelqu'un que je ne connais pas? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment que je retournais dans ma tête depuis 11 jours. Je n'allais pas lui mentir, mais je n'allais pas non plus laisser tomber tout le poids de la situation sur un enfant de 9 ans un mercredi soir devant des divisions. Il y a des choses dont ta mère et moi devons d'abord parler, ai-je dit, et ensuite, toi et moi, nous aurons une conversation plus longue, une vraie. Où je répondrai à toutes tes questions. Je te le promets. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance sur le fait que je vais te dire la vérité. Tu peux faire ça? Tyler m'a étudié une longue seconde, puis il a hoché la tête, un hochement ferme, comme il le faisait quand il prenait une décision. D'accord, a-t-il dit, et il est retourné à sa feuille de calcul. Je suis resté là à le regarder travailler et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec Naomi, Derek Fowler, Russell Payne ou 41 000 $ sur un compte bancaire caché. Ça avait à voir avec ce garçon assis à côté de moi, mâchouillant sa gomme, qui méritait mieux que la situation qui avait été construite autour de lui à son insu. Le lendemain matin, j'ai appelé Neil Stratton et je lui ai dit qu'il était temps d'agir. Non pas parce que j'étais à bout de patience. J'en avais encore beaucoup. Mais parce que Tyler m'avait posé une question directe, et que je lui avais promis une vraie réponse, et que je n'étais pas le genre d'homme à laisser les promesses prendre la poussière. Encore 2 jours, a dit Neil. L'expert comptable termine son rapport demain. Nous déposons la demande vendredi. Vendredi, ai-je accepté. J'ai raccroché et je suis allé travailler. Mais toute la journée, sur chaque chantier, dans chaque conversation avec chaque membre de l'équipe, une partie de mon esprit était avec un garçon de 9 ans, une gomme et le poids particulier d'une question qui méritait une réponse honnête. Le rapport de l'expert comptable est arrivé sur le bureau de Neil Stratton jeudi après-midi. 23 pages détaillant chaque irrégularité dans nos finances communes sur les 3 dernières années. Neil m'a appelé alors que j'étais sur le site de Westerville. Je me suis éloigné de l'équipe pour prendre l'appel sur le parking, appuyé contre mon camion avec un vent de novembre qui me transperçait ma veste de travail. Le résumé était méthodique et accablant. Au-delà du camion réimmatriculé et du fonds d'études vidé, le rapport identifiait un schéma de retrait en espèces de notre compte courant commun. Toujours le jeudi, toujours entre 200 et 300 $, toujours à un distributeur automatique à 3 km du bureau de Naomi. 41 retraits sur 22 mois. Le total s'élevait à un peu plus de 9 000 $. Combiné avec le compte d'épargne caché, Naomi avait déplacé environ 50 000 $ de notre vie commune sans ma connaissance ni mon consentement. Elle faisait ça depuis avant Derek Fowler, a dit Neil. Ça le précède d'au moins 8 mois. Ce qui signifie que ce n'était pas à cause de lui, ai-je dit. Ce qui signifie qu'elle avait un plan de sortie avant d'avoir une raison que la plupart des gens reconnaîtraient comme telle. Ou que la raison est venue en premier et qu'elle l'a gardée privée.
Il a fait une pause. Quoi qu'il en soit, la documentation est solide. Nous déposons la demande demain matin. Je ferai signifier les papiers à son bureau vendredi après-midi. J'ai réfléchi à ça une seconde. Son bureau, le cabinet d'avocats où elle travaillait, entouré d'avocats. Elle va reconnaître l'exposition juridique immédiatement, ai-je dit. Oui, a dit Neil. C'est le but. Elle n'aura pas le temps de préparer une contre-narration avant le week-end. Son employeur sera au courant avant la fin de la journée de vendredi. Et l'avocat de Russell Payne a déposé la demande d'établissement de paternité ce matin. Ce processus est maintenant officiellement enclenché également. Je suis resté sur ce parking un moment après avoir raccroché, regardant un de mes gars transporter des tuyaux en cuivre à travers le terrain avec l'efficacité concentrée d'un homme qui savait exactement quel était son travail. Il y avait quelque chose que je respectais énormément là-dedans, le fait de connaître sa fonction et de l'exécuter proprement. J'avais passé 22 ans à bâtir une entreprise sur ce principe exact. Naomi avait passé 22 mois à démanteler tranquillement tout ce que j'avais construit. Je suis retourné au travail. J'ai passé le reste du jeudi à faire ce que je faisais toujours, gérer le chantier, vérifier les raccords, m'assurer que tout était correct. Mes gars ne savaient pas que quelque chose n'allait pas parce que je ne montrais pas les difficultés. Je les gérais en privé et je me présentais intact. C'était la seule façon que je connaissais de fonctionner. Jeudi soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans le garage en train d'examiner les factures de la semaine quand Derek Fowler a appelé sur mon portable personnel. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais il s'est identifié immédiatement. Sa voix était contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous qui ressemblait à un homme essayant de négocier sa sortie d'un bâtiment en feu. « Monsieur Merritt, a-t-il dit, je sais que vous n'avez aucune raison de prendre cet appel. Je vous demande de me donner 5 minutes. Vous en avez 3, ai-je dit. Il a pris une profonde inspiration. J'ai besoin que vous sachiez que ce qui s'est passé entre Naomi et moi. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas mal. Ça l'était. Mais je veux que vous sachiez qu'elle m'a présenté la situation comme si votre mariage était essentiellement terminé. Que vous viviez séparément depuis des mois et que tout était fini sauf la paperasse. Et vous avez cru ça? Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû m'éloigner dès qu'elle m'a dit ça. Il a fait une pause. La raison pour laquelle j'appelle, c'est que je fais l'objet d'une enquête interne, et on a demandé à Naomi de fournir une déclaration. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais je veux que vous sachiez que je ne vais pas mentir pour la protéger. Quoi qu'elle vous ait dit sur moi. Je coopère pleinement avec les RH. Si cela peut aider votre cas de quelque manière que ce soit, je suis prêt à confirmer ma coopération par l'intermédiaire de votre avocat. Je suis resté silencieux un moment. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je ne suis pas un homme bien dans cette situation, a dit Derek. Mais je ne suis pas le pire non plus. Et je pense que vous méritez de savoir que la femme que vous avez épousée avait planifié tout ça bien plus longtemps à l'avance qu'une soirée dans des toilettes. Je ne l'ai pas remercié. Mais je lui ai dit d'envoyer une déclaration au bureau de Neil Stratton et je lui ai donné le nom de Neil. Il a dit qu'il le ferait. Nous avons raccroché. Je suis resté avec ça en tête un long moment. Puis j'ai ajouté l'appel à mon journal, noté l'heure, et je suis rentré voir Tyler. Vendredi a tout changé, et ça a changé vite. Le huissier de Neil a trouvé Naomi au cabinet d'avocat à 14h47. Je connais l'heure exacte parce que Neil me l'a envoyé par SMS. J'étais dans la cabine de mon camion devant un magasin de fournitures à Gahanna quand mon téléphone a vibré. J'ai lu le message 2 fois avant de quitter le parking. Naomi m'a appelé à 15h15. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé à 15h32. Puis à 15h50, elle a envoyé un SMS qui disait « Il faut qu'on parle tout de suite. » C'est insensé. Appelle-moi. J'ai appelé Neil à la place. Comment a-t-elle réagi, ai-je demandé. Son superviseur m'a appelé directement environ 20 minutes après la signification, a dit Neil. Je pouvais entendre la satisfaction contrôlée dans sa voix. La façon dont un bon avocat sonne quand un plan se déroule sans accroc. Apparemment, Naomi est devenue visiblement bouleversée au bureau. L'associé directeur, qui, je crois, n'est pas ignorant de la situation RH autour de Derek Fowler, lui a demandé de prendre le reste de sa journée. Il a fait une pause.
Elle est aussi maintenant au courant que la demande de Russell Payne est active. Les deux nouvelles sont arrivées à la même heure. Bien. Clayton, a dit Neil, elle va rentrer ce soir en voulant négocier. Elle sera émotive. Elle sera peut-être pleine de remords. Et elle va absolument essayer de savoir ce que vous savez. Ne lui dites rien. Ne négociez pas. Ne discutez du fond de rien. Si elle mentionne les finances, vous lui dites de contacter mon bureau. Si elle mentionne Tyler, vous lui dites que le bien-être de Tyler est votre première priorité et que votre avocat prendra contact. C'est tout. Compris, ai-je dit. Je suis rentré à la maison. Tyler était chez un ami d'école jusqu'à 18h. J'avais arrangé ça 2 jours plus tôt, discrètement, par l'intermédiaire de la mère de son ami. Je voulais que la première heure se passe sans lui dans la maison. Naomi était déjà là. Sa voiture était dans l'allée. Je suis entré par la porte d'entrée et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail, les mains à plat sur la table devant elle, comme si elle essayait de se maintenir en place. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient rouges sur les bords, mais secs. Elle avait pleuré, mais elle s'était ressaisie. Je devais lui accorder ça. Elle ne s'effondrait pas facilement. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Je suis bien debout, ai-je répondu. J'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis appuyé contre, les bras croisés, ne lui donnant rien. Tu as demandé le divorce, a-t-elle dit. Sa voix était égale, mais à peine. Sans me dire un mot, sans une seule conversation. Nous avons eu plusieurs conversations, ai-je dit. Tu as passé la plupart d'entre elles à me dire que j'étais le problème. Clayton. Naomi, j'ai gardé ma voix mesurée. Je sais pour le compte caché. Je sais pour les 41 000 $. Je sais pour les 9 000 $ des retraits du jeudi au distributeur. Je sais pour la réimmatriculation du camion. Et un expert en documents qui examine actuellement si ta signature sur ce document de transfert est en fait la mienne le sait aussi. J'ai regardé son visage à mesure que chaque élément tombait. Je sais pour Russell Payne. Je sais qu'il ne t'a pas quitté. Je sais qu'il ne savait pas pour Tyler. Et je sais que tu es en contact avec lui depuis 4 mois sans rien me dire. Je me suis redressé. J'en sais assez. Mon avocat sait le reste. Elle m'a dévisagé. La surface composée présentait des fractures visibles. Sa mâchoire était serrée. Ses mains s'étaient légèrement crispées sur la table. J'allais te le dire, a-t-elle dit. À propos de Russell. J'essayais de trouver comment. Tu as eu 5 ans pour trouver comment, ai-je dit. Tu as réussi à trouver comment ouvrir un compte bancaire secret. Tu as réussi à trouver comment déplacer de l'argent en montant conçu pour éviter d'être détecté. Tu peux clairement trouver des solutions quand elles servent tes intérêts. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste, ai-je dit, prononçant le mot lentement, lui donnant tout son poids. Naomi, tu as pris 12 000 $ du compte d'études de Tyler et tu les as déplacés vers un fonds avec lequel tu allais partir. Tu as fait ça à ton propre fils. J'ai secoué la tête. Nous avons dépassé le stade du juste. Elle est restée silencieuse un long moment. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé 2 fois et s'est tu. Qu'est-ce qui arrive à Tyler, a-t-elle finalement demandé. Sa voix était plus petite maintenant, dépouillée de toute performance. Tyler aura la vérité, ai-je dit. De ma part, au bon moment, de la bonne manière. Et ensuite, il aura de la stabilité, ce qui signifie qu'il reste dans cette maison, dans son école, avec ses routines. Quelle que soit la garde, ça ne change pas, j'ai soutenu son regard. Mais c'est maintenant entre nos avocats, pas nous. Elle a regardé la table, puis elle a hoché la tête une fois, un petit hochement de tête défait, le premier geste honnête qu'elle avait fait depuis la nuit de la fête. J'ai pris mes clés et je suis sorti de la cuisine. J'avais 45 minutes avant que Tyler ne rentre et j'ai utilisé chacune d'entre elles assises sur le porche arrière, dans le froid, regardant le jardin s'assombrir, laissant la partie la plus difficile se décanter. Quand la voiture qui ramenait Tyler est arrivée dans l'allée, j'étais à la porte pour l'accueillir. Il avait une tache de ce qui ressemblait à du glaçage au chocolat sur la joue gauche et une expression de pur contentement de 9 ans. C'était comment, ai-je demandé. Génial, a-t-il dit, et il est passé devant moi pour entrer dans la maison sans s'arrêter.
J'ai souri pour la première fois de la journée. L'audience préliminaire était fixée à un mardi matin début décembre, 3 semaines après la signification des papiers du divorce. Neil m'avait prévenu que ce serait procédural, établir des calendriers, accuser réception des dépôts, fixer le cadre pour la suite. Ce dont il ne m'avait pas prévenu, c'est à quel point il serait étrange d'être assis d'un côté d'une table de salle d'audience et de voir la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 5 ans assise de l'autre côté, flanquée d'une avocate qu'elle avait engagée 2 jours après la signification. Son avocate s'appelait Patricia. Pas la même Patricia que la mienne. Une coïncidence que Neil trouvait légèrement amusante et que je trouvais légèrement surréaliste. Elle était compétente et raffinée, et elle a argumenté sa position d'ouverture avec précision. Naomi, a-t-elle dit, avait commis des erreurs de jugement personnel, mais avait été une parente active et présente tout au long du mariage. Elle a reconnu les divergences financières comme des questions à résoudre lors de la communication des pièces. Elle n'a pas reconnu directement le compte caché, ce qui m'a indiqué qu'ils allaient essayer de le recadrer. Neil n'a réagi à rien de tout cela. Il faisait ça depuis 20 ans et rien dans une audience préliminaire ne le surprenait. Quand ce fut son tour, il a exposé le dossier documenté avec la même efficacité qu'un plan d'architecte, le camion réimmatriculé, le compte d'épargne caché, les 41 000 $, les 9 000 $ de retrait structuré au distributeur, le drainage du fonds d'études. Il a posé chaque élément sur la table comme un entrepreneur pose du carrelage, mesuré, de niveau, indiscutable. Le juge, un homme compact dans la soixantaine, avec l'expression de quelqu'un qui avait entendu toutes les variantes de toutes les histoires, a pris une brève note après chaque point. Quand il a mentionné les conclusions de l'expert en documents concernant le transfert du véhicule, le juge a levé les yeux et a posé une question directe à l'avocate de Naomi. Elle a répondu prudemment. Il a pris une autre note. Nous sommes sortis en moins de 2 heures. Dehors, dans le couloir, Neil marchait à côté de moi vers l'ascenseur. Elle va négocier, a-t-il dit. Son avocate sait que l'exposition à la fraude documentaire est réelle. Ils ne veulent pas que ça aille plus loin. Attendez-vous à une offre dans les 10 jours. Quel genre d'offre? Elle cède sur le camion et le remboursement du fonds d'études. Elle se battra probablement pour une partie du compte caché. Affirmant qu'elle constituait une épargne personnelle au sein du mariage. Nous contre-attaquerons. Nous nous mettrons d'accord quelque part au milieu d'une fourchette qui vous favorisera encore substantiellement. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Le cadre de la garde est en fait plus simple que ce à quoi je m'attendais. Elle n'a pas contesté la résidence principale avec vous. Elle demande un droit de visite standard. Ce mot, pour Tyler, ai-je dit. C'est tout ce qui compte. Neil a acquiescé. 10 jours plus tard, exactement comme prévu, l'offre est arrivée. L'avocate de Naomi a proposé un accord qui restituait le camion, remboursait intégralement le fonds d'études, partageait le compte caché à 60/40 en ma faveur, et établissait la garde principale avec moi avec des week-ends alternés pour Naomi. Les retraits structurés ont été absorbés dans le calcul global de l'accord. Neil et moi en avons discuté pendant 40 minutes, puis j'ai signé. Le truc avec un accord, c'est que ça n'a pas le goût de la victoire. C'est comme une porte qui se ferme. Le clic doux et final de quelque chose qui était autrefois ouvert. J'ai quitté le bureau de Neil en voiture sous une légère neige de décembre et j'ai pensé à 5 ans de matin, de dîner, de matchs de baseball de Tyler et à la façon particulière dont Naomi fredonnait en faisant du café. Et je me suis permis de ressentir le poids de tout cela pendant exactement la durée de ce trajet. Puis je me suis garé dans mon allée, j'ai coupé le moteur et je suis entré. Tyler était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Il a levé les yeux quand je suis entré et m'a demandé si je voulais entendre ce qu'il avait appris sur l'armée continentale. J'ai dit oui. Je me suis assis, je me suis versé un verre d'eau et j'ai écouté. 2 jours avant Noël, Russell Payne est monté de Cincinnati pour ce que nous avions discrètement convenu d'appeler une première introduction. Pas d'avocat, pas de cadre formel, juste 2 hommes et un garçon dans un dîner de l'est de Columbus. Un mardi matin, alors que la neige tombait régulièrement et que le parking était à moitié vide. J'ai amené Tyler. Je lui avais parlé la veille, calmement, prudemment, de la manière que je lui avais promise, qu'il y avait un homme nommé Russell qui était son père biologique, que cet homme ne savait rien de lui jusqu'à récemment, et que rien de tout cela ne changeait la moindre chose à notre relation. Tyler était resté très immobile pendant tout cela, posant 2 questions, si Russell semblait être une bonne personne et si j'allais cesser d'être son père.
Je lui ai dit que Russell semblait être un homme honnête essayant de bien faire dans une situation dont il avait été tenu à l'écart. Et je lui ai dit que les pères ne sont pas définis par la biologie. Ils le sont par le fait d'être là, tous les jours, pendant des années. Que je l'avais fait et que j'avais l'intention de continuer. Tyler a hoché la tête. Puis il a demandé si on pouvait avoir des pancakes au dîner. Nous avons eu des pancakes. Russell est arrivé 10 minutes après nous. Un homme mince et calme qui avait l'air d'avoir répété son sang-froid et de l'avoir en grande partie atteint. Il m'a d'abord serré la main, ce que j'ai respecté. Puis il a regardé Tyler et a dit simplement « Salut, mon grand. C'est bon de te rencontrer enfin. » Tyler l'a regardé avec l'évaluation prudente d'un enfant de 9 ans qui avait décidé de suspendre son jugement jusqu'à ce que d'autres preuves soient disponibles. Puis il a dit « Tu aimes le baseball ?» Le visage de Russell s'est ouvert en quelque chose de sincère. « J'ai joué au lycée », a-t-il dit. « Je suis à Raycourt », a dit Tyler, et il s'est décalé pour faire de la place dans la banquette. J'ai bu mon café et je les ai regardés parler, et j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine qui était instable depuis novembre. Pas le bonheur exactement, mais la justesse. La justesse particulière d'une chose compliquée gérée avec honnêteté et décence par les personnes impliquées. C'était suffisant pour moi. Plus que suffisant, en fait. C'était exactement ce que Tyler méritait. Janvier est arrivé avec un gel intense et plus de travail que je ne pouvais confortablement programmer. 3 contrats commerciaux sont arrivés les 2 premières semaines de la nouvelle année. L'agrandissement d'une clinique médicale, la rénovation d'un restaurant et un chantier pour un district scolaire qui occuperait 2 de mes équipes jusqu'en mars. J'ai embauché 2 plombiers supplémentaires en février, portant le total à 16. L'entreprise que j'avais bâtie à partir d'une camionnette d'occasion et d'une poignée de main il y a 22 ans faisait, selon toute mesure raisonnable, exactement ce pourquoi elle avait été conçue. J'ai traversé cet hiver avec une sorte de concentration particulière que je n'avais pas eue depuis des années. Pas la concentration tête baissée et épuisante d'un homme essayant de maintenir les choses ensemble. La concentration claire et progressive d'un homme qui sait vers quoi il travaille. Tyler avait ses routines, école, entraînement de baseball 2 fois par semaine, dîner du mardi avec moi à la table de la cuisine devant ce que j'avais réussi à préparer. Il s'adaptait à la nouvelle forme des choses avec la résilience qu'ont les enfants quand les adultes autour d'eux sont honnêtes et stables. Il voyait Naomi un week-end sur 2. Ces échanges étaient professionnels et civils, bref, à la porte, coordonnés par SMS si nécessaire. Elle avait emménagé dans un appartement dans le quartier de Short North, un endroit où je n'étais jamais allé et que je n'avais pas besoin de voir. Quoi qu'elle construise à partir des décombres de ce qu'elle avait fait, elle le construisait sans ma participation. Derek Fowler avait été licencié du cabinet d'avocats début décembre après la conclusion de l'enquête interne. L'examen a révélé qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise et les relations avec les clients pour mener un arrangement commercial privé qui violait son contrat de travail sur plusieurs points. Le témoignage de Naomi au RH, d'après les sources de Neil, avait été factuel, mais non protecteur envers Derek. Elle avait encore assez d'instinct de conservation pour savoir que le protéger ne ferait qu'aggraver sa propre exposition. Russell Payne a commencé à monter de Cincinnati 1 fois par mois. Lui et Tyler avaient trouvé un rythme prudent et sincère. Des appels vidéo toutes les 2 semaines, un match de baseball au printemps auquel nous avons tous les 3 assisté sans incident. Russell était, comme je l'avais dit à Tyler, un homme honnête essayant de bien faire dans une situation qu'il n'avait pas créée. J'ai découvert que je pouvais respecter cela sans difficulté. En février, Tyler est rentré de l'école avec un dessin au crayon qu'il avait fait en cours d'art plastique. Le devoir était de dessiner sa famille. Il avait dessiné une maison avec un grand arbre dans le jardin. Devant la maison, il y avait 2 personnages, un grand, un petit. Le grand était étiqueté « Papa » dans ses lettres capitales soignées. Je l'ai mis sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de l'État de l'Ohio. Ce printemps-là, j'ai remboursé la dernière échéance de ma propriété commerciale, un entrepôt et un espace de bureau que je payais depuis 11 ans. Je me tenais sur le parking vide un samedi matin d'avril, un café refroidissant dans ma main, et j'ai regardé le bâtiment qui portait mon nom sur l'enseigne au-dessus de la porte. J'ai ressenti la satisfaction particulière d'une chose entièrement possédée. J'ai pensé aux $50 000 tranquillement déplacés vers l'avenir de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à un compte caché, à un camion réimmatriculé et à un plan qui tournait en arrière-plan de ma vie depuis près de 2 ans. J'ai pensé à toutes les façons dont cela aurait pu se passer différemment si je n'étais pas allé à cette fête,
si je n'avais pas marché dans ce couloir, si je n'avais pas passé cet appel à Neil Stratton à 7h15 un vendredi matin. Et puis j'ai pensé à Tyler dans la banquette d'un dîner, se décalant pour faire de la place à un homme qu'il venait de rencontrer, lui posant des questions sur le baseball. J'ai fini mon café, je suis rentré et je me suis remis au travail. Certains hommes construisent des choses avec des plans et de grandes annonces. J'ai toujours été plus à l'aise avec la version discrète. Se présenter, faire le travail correctement, laisser quelque chose de solide derrière soi. C'est qui je suis. C'est qui j'allais rester.